L'équipe de recherche de la Guilde de la Libération se trouve dans les montagnes de Tabaek à la recherche de Jisuyun. En raison d'une puissance inconnue, leurs drones magiques de bas niveau se sont retrouvés bloqués dans la neige. Ansok explique à son équipe qu'il peut entendre des monstres venir de différents côtés de la chaîne de montagnes et que c'est peut-être la raison pour laquelle la Guilde de la Résistance a fui cette zone. Ils ont dû penser que combattre d'autres factions serait préférable à cela. De plus, les monstres autour de cette zone sont étranges, c'est comme si chacun d'entre eux était un boss final de donjon. La joueuse dit que cet environnement est un énorme défi pour eux, malgré leurs équipes de surveillance à grande échelle, leurs ressources et leur personnel, ils ne peuvent pas faire grand-chose et ils ne sont pas sûrs s'il est possible de survivre ici seuls. Ansok l'informe que Jisuyun n'est pas une personne ordinaire, et qu'elle est classée 5e sur le serveur. Ils deviennent effrayés en pensant que le nécromancien les tuera s'ils ramènent Jisuyun en cadavre. Au même moment, un de leurs subordonnés les informe qu'il a trouvé un témoin. Après quelques minutes, ils sont arrivés à une maison bien entretenue. Un vieil homme avec ses petites filles sort pour accueillir les joueurs. Le vieil homme expliqua que pendant un court moment, ils étaient avec Jisuyun, mais pour une raison quelconque, elle s'est séparée d'eux. Le joueur demande au vieil homme s'il sait où est allé Jisuyun. Le vieil homme dit qu'elle n'est pas revenue depuis qu'elle a emprunté leurs vêtements et est partie. Il lui a prêté des vêtements, s'inquiétant de savoir si elle pourrait supporter cet endroit froid avec une tenue comme son vêtement légendaire du démon rouge, mais elle ne les lui a jamais retournés. Le vieil homme commence à pleurer, pensant à combien de fois ces gens de la ville l'ont arnaqué. En même temps, ses petites filles informent l'équipe de surveillance qu'il semblait que Jisuyun avait reçu une quête avant de s'en aller. Cette quête semble être liée au roi de la grande chaîne de montagnes, alors peut-être qu'elle suivait l'itinéraire de la quête. Tout d'un coup, le grand-père se lève et crie à haute voix qu'il croit savoir maintenant et le chef de l'équipe de surveillance se précipita de lui demander s'il se souvient de quelque chose. Cependant, le grand-père les informe que Jisuyun a également mangé beaucoup de leurs provisions d'urgence et après cela, elle a chassé des animaux sauvages et les a laissés ici en disant qu'elle rendait l'appareil, mais il n'avait jamais eu à manipuler de viande d'animal lui-même. La plus jeune des petites filles informe l'équipe de recherche de quelque chose de crucial en disant que le roi de la grande chaîne de montagne possède l'objet de l'ensemble du roi des ombres, mais le joueur n'est pas sûr de ce que cela signifie car il ne possède aucune information sur le roi des ombres dans leur bibliothèque. Les joueurs disent que suivre Jisuyun ne sera pas facile car elle se dirige vers le boss de cette chaîne de montagne. C'est pourquoi ils devront retarder ou abandonner ce suicide. Alors, le chef de l'équipe de surveillance ordonne à ses subordonnés d'enregistrer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête et de les envoyer aux nécromanciens. Quelques kilomètres plus loin de la ville de Suwon, certains joueurs dégagent les routes des monstres de bas niveau. Un joueur vêtu en tenue des forces spéciales dit qu'il envie les gens qui vivent dans la ville de Suwon, car la zone se développe à un rythme plus rapide. Avant c'était une zone à monstres, et avant qu'il puisse dire autre chose, il aperçoit deux joueurs venir vers eux. Les nouveaux joueurs demandent la direction de la ville de Suwon. Sancté devient alerte car cette personne ne semble pas être un Coréen natif. Au même moment, un de ses camarades derrière lui demande ce qui se passe devant, et Sancté sous la pression, pense à se détendre un peu car il a 26 personnes avec lui et si les choses tournent mal, ils peuvent s'en occuper. Alors il informe ses amis que ces gens ont l'air un peu perdus. Ses amis disent en plaisantant qu'ils devraient appeler la police s'ils sont perdus. Le joueur japonais pointant vers une direction, demande à Sancté si cette route mène à la ville de Suwon. Un panneau à côté d'eux indique que la ville de Suwon est à 8 km. Sancté lui a demandé s'il ne pouvait pas lire le panneau juste à côté d'eux. Le joueur japonais avec un air confus, le remercie pour la direction. Mais Sancté devient un peu agité car ce joueur commence à lui taper sur les nerfs. Et soudain, le joueur japonais affiche un sourire jusqu'aux oreilles, et avec un visage effrayant, il dit à Sancté de se calmer car il ne cherche aucun panneau car il ne sait même pas lire. Sancté se retourne pour découvrir que tous ses amis ont été anéantis et que des ninjas entourent l'endroit. Sancté commence à trembler de peur, et le joueur japonais dit que leur sécurité frontalière a beaucoup de failles, et c'est totalement pathétique. Sancté tombe à genoux en suppliant le joueur japonais d'épargner sa vie, et en retour il les escortera en toute sécurité jusqu'à la ville de Suwon. Le joueur japonais se révèle être Arahata, et il dit à Sancté que ce qu'il lui faut, ce n'est pas un guide, il a seulement besoin de Sancté et de son téléphone car il veut continuer à extraire des informations de la communauté du serveur coréen. Arahata dit que personne n'a jamais réussi à vivre après avoir rencontré leur première division, et si Sancté n'est pas prêt à coopérer, ils peuvent facilement trouver un remplaçant. Sancté dit rapidement qu'il coopérera. Sancté avec la peur dans les yeux, leur demande d'où ils viennent. Arahata dit qu'ils sont des enseignants venus donner une leçon aux gars indisciplinés du serveur coréen, et à la fin il demande à Sancté de les guider jusqu'au nécromancien. À peu près au même moment, dans le donjon de la crypte des trolls, les joueurs ont enfin atteint le 3e étage de la grotte. Le boss surnommé le roi des enfers, fait son apparition, le chef d'unité des joueurs ordonne aux autres joueurs de geler les jambes du boss pour l'empêcher de les approcher. Le lancier Kyongso ordonne aux troupes aériennes de viser les jambes. Tout le monde s'exécuta et commencèrent à attaquer le boss avec différents types de magie et d'attaques à distance. Le boss quant à lui, met une de ses mains en arrière pour attraper quelque chose, il s'avère que c'est une fronde.
Immédiatement, le boss attaque les joueurs avec une rafale de fronde avec ses 6 bras, mais toutes ces attaques sont brisées par la magie de défense des joueurs. Le lancier Kyongso est heureux et dit que tout le groupe 5 étant spécialisé en magie de défense, il devrait pouvoir bloquer même la masse du dieu du tonnerre une ou 2 fois. Tous les joueurs déchaînent leur fureur sur le boss en le démembrant. Alors Anno dit que de nos jours, toutes sortes de chiens, de vaches ou de rois apparaissent avec 6 membres, mais ils sont tous faux sauf lui. Sungwoo perdait espoir face au niveau de prétention de son ami. Après quelques minutes, les joueurs parviennent à maîtriser le roi des enfers et reçoivent 115 000 pièces d'or. Ils sont remplis de joie car la plupart d'entre eux ont monté de niveau et ils ont reçu beaucoup d'or. Sungwoo est fier de sa faction car leur confiance augmente avec leur niveau. Soudain, certains joueurs remarquent quelque chose d'inhabituel près d'eux. Cette chose inhabituelle se révèle être une énorme porte verrouillée. Un message du système les informe que cette porte est protégée par une puissante magie, seul celui gravé sur le mur peut s'en approcher. Il faut un sort de déverrouillage de rang A3 ou supérieur, ou elle peut être déverrouillée par une compétence de déverrouillage de rang expert ou supérieur. Le lancier Kyongso dit que c'est la 2e fois qu'il rencontre quelque chose comme ça. Ce donjon ne semble pas montrer d'autres indices, et cela ressemble à une récompense cachée que l'on peut obtenir grâce à ses compétences personnelles. Anno essaie de l'ouvrir, mais il n'y a pas de trou dans le mur, donc il ne peut pas le crocheter, ou il lui manque simplement des compétences en crochetage. Sungwoo sourit un peu en disant qu'il a une autre solution. Sungwoo sort la clé maîtresse spéciale. La clé maîtresse est un objet consommable qui peut ouvrir toutes les serrures et se détruit après une utilisation. Sungwoo pousse la clé vers la porte et le système le notifie lui demandant s'il souhaite ouvrir la porte et Sungwoo accepte. La porte commence à s'ouvrir et le message du système les informe que c'est le coffre-fort géant du roi des enfers. Sungwoo dit que c'est époustouflant et qu'il ne savait pas que les trolls accumulaient ces choses. Anno n'en croyait pas ses yeux, il n'est pas sûr si le roi des trolls avait un goût unique, ou s'ils ont simplement accumulé ces trésors au hasard. Ils ont trouvé beaucoup d'armes ainsi que de l'or à ne point en finir et une arme divine. Cette arme divine a un rang légendaire et est connue sous le nom de chariot de guerre. Elle est utilisée comme équipement militaire. Une fois le mana injecté, 40 projectiles sont simultanément tirés et créent des explosions visant le point cible. Elle a un temps de recharge de 5 minutes, le mana requis change en fonction du niveau de maîtrise. Le lieutenant Kim dit que ce chariot ressemble à une arme divine historique, et il semble contenir des pouvoirs magiques incommensurables. Le lancier Kyongso est heureux car ils ont enfin obtenu quelque chose de bien, puisque la guerre est à leur porte. Le père de Anno dit que cette arme est super puissante, et ils peuvent même conquérir le monde entier avec, et Anno ajoute que la faction de l'Arbre-Monde déchirera ses ennemis avec cette arme comme du pain au petit déjeuner. Pendant ce temps, le lieutenant Kim essaie de la soulever, mais elle est trop lourde pour lui seul. Alors, le lancier Kyongso dit qu'ils auront du mal à la ramener à la surface. Mais ayant toujours une longueur d'avance, Sungwoo active le coffre-fort de la faction de l'Arbre-Monde pour stocker le chariot de guerre. Ce coffre-fort consomme 100 000 pièces d'or pour stocker un seul objet, et actuellement il n'y a pas d'arme dedans. Un message du système apparaît demandant à Sungwoo s'il veut stocker l'arme divine le chariot de guerre. 150 000 pièces d'or seront consommées pour stocker cet objet. Sungwoo clique sur le bouton de stockage, une énorme lumière éclatante aveugle tout le monde à proximité et Anno dit avec ton taquin que tout le monde devrait avoir son propre inventaire. Une fois le chariot de guerre stocké, tout le monde saute dans le trésor pour réclamer leur butin. Anno trouve un bâton en bois, mais il n'est pas sûr s'il était utilisé par les magiciens trolls ou non. Le père de Anno l'informe qu'il ressemble à un bâton de prospérité, mais Anno n'a aucune idée de ce qu'est que ce bâton de prospérité. Alors son père lui explique que les bâtons de prospérité sont érigés à côté des poteaux totémiques traditionnels coréens. En regardant la fenêtre de statue, c'est un totem de rang héroïque, et son nom est le bâton de prospérité. Tout pouvoir de production et toute technologie de production s'améliore dans un rayon de 5 km, l'endroit où ce bâton sera installé aura un taux de succès de production d'objets supplémentaire de 10%. Il semble que cet objet sera très utile pour les installations de production de la ville de Suwon. Vérifier tout ce qu'il y a maintenant dans cette cachette de trésors est assez difficile car il y a toutes sortes d'objets rares, de matériaux et d'armes. Après un certain temps, Sungwoo dit qu'ils ont beaucoup gagné ces derniers jours, et qu'ils retourneront d'abord à Suwon. Après quelques jours, l'Arbre-Monde émettait de puissants rayons de lumière. Sungwoo a installé le bâton de la prospérité juste à côté de l'Arbre-Monde. En raison de ce facteur, l'abondance de l'arbre sacré est accordée à cette zone. Les taux de succès de production d'objets ont augmenté de 50%. Lors de la production d'objets, les chances d'obtenir une option supplémentaire ont augmenté de 10%. Tous les coûts de production des objets ont diminué de 10%. Une autre notification apparaît indiquant que les effets du bâton de la prospérité sont accordés à la zone. Tout pouvoir de production et toute technologie de production s'améliore de 10%. Tous les taux de succès de production d'objets ont augmenté de 10%. L'équipe de production est très en colère contre le lieutenant Kim pour avoir apporté ces buffs successifs pour eux, car maintenant ils doivent travailler même pendant leur sommeil. Le lancier Kyongso dit que le nombre d'herbes médicinales a également augmenté depuis l'installation du bâton. Cependant, l'équipe des herboristes n'est pas encore descendue des montagnes, ou peut-être ont-ils fui.
Sango dit que peut-être qu'ils sont absents parce qu'il les a poussés un peu trop loin, donc il décide d'accorder 12 heures de congé à tout le monde dans la faction de l'Arbre-Monde pour leur remonter le moral. Pendant que tout le monde célèbre cette très attendue pause, Sango, avec un visage qui ne prévoit rien de bon, pense à explorer un donjon de difficulté beaucoup plus élevé une fois la pause terminée. Il donne de mauvaises nouvelles à l'équipe de surveillance car ils ne prendront pas de pause parce qu'ils doivent sécuriser leurs frontières. Le père de Hano, étant le chef de l'équipe de surveillance, n'est pas très content à ce sujet. Après quelques heures, la nuit tombe et l'Arbre-Monde émettait une lumière apaisante et brillante. Quelqu'un observait l'Arbre-Monde de loin. Il s'agit des ninjas et ils disent qu'ils ont confirmé leur cible. Ils rapportent qu'ils ont aperçu le nécromancien et qu'il y a aussi un arbre géant non identifié qui émet une énergie puissante. Avec ça, tous les ninjas commencent à rassembler leur escouade. Le leader leur interdit d'approcher plus près de ce point. Son sous-fifre dit que les habitants de la ville de Suwon semblent profiter d'une pause en ce moment. Alors, leur leader dit qu'ils devront tuer le nécromancien en visant le moment où il sortira de la barrière. Il leur ordonne de surveiller jusqu'à ce que leur cible sorte. Le lendemain, la faction de l'Arbre-Monde commence à emballer leurs affaires pour leur prochaine expédition. Le lancier Kyongso informe Sango que cette fois, le grand donjon qu'ils vont explorer se trouve sur un campus universitaire. Selon les résultats obtenus grâce au repérage, des fanatiques religieux et d'autres y apparaissent souvent. Donc cette fois, le boss devrait être une sorte d'esprit corrompu. Sango a eu une rencontre précédemment avec un groupe de fanatiques similaires. Il leur dit que cette fois, il pourrait s'exercer à se défendre contre non seulement les forces physiques, mais aussi contre la magie et les malédictions. Hano dit à Sango qu'il est sûr que Sango est la seule personne à utiliser les raids de donjon comme terrain d'entraînement. Le lieutenant Kim informe tout le monde que leur avant-garde est en route maintenant. Le lancier Kyongso dit qu'ils sont prêts, mais qu'ils doivent toujours être prudents en dehors de la barrière de l'Arbre-Monde, mais Hano l'interrompt en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si quelque chose de mauvais se passe, il commencera immédiatement à prier. Mais le lancier Kyongso n'a aucune idée de ce que Hano veut dire par prier. Avec cela, Hano monte dans son véhicule et il ordonne à tout le monde de partir immédiatement. Le lancier Kyongso demande à Sango si Hano va bien et Sango lui dit de ne pas s'inquiéter pour Hano car il est plus puissant qu'il ne le paraît. Pendant que les véhicules de la faction de l'Arbre-Monde circulent dans les rues, les ninjas sont juste au-dessus d'eux. Le chef d'escouade dit que les membres de la faction de l'Arbre-Monde ont commencé à bouger et qu'en regardant leur cycle de mouvement, ils doivent se diriger vers l'est. Il ordonne au groupe 3 de suivre la cible. Si le nécromancien est là, ils doivent immédiatement passer à l'action. Au cas contraire, ils continueront avec le plan. Les ninjas se déplaçaient à haute vitesse en sautant par-dessus les bâtiments. Puis, ils se sont arrêtés près d'un panneau indiquant qu'un campus est à 1 kilomètre. Le chef d'escouade informe tout le monde que les camions sont en train de ralentir. Le ninja en cape verte remarque quelque chose d'inhabituel. Ses camarades lui demandent ce qui ne va pas, et il dit qu'il a peut-être ressenti une présence. Les ninjas commencent immédiatement à explorer les environs, mais après un certain temps, un ninja affirme que personne ne les surveille. Le joueur en cape verte quant à lui semble être sûr qu'ils étaient observés. Mais les ninjas décident de mettre de côté ses inquiétudes et le rassurent en disant qu'il y a Hayabusa à l'arrière de leur formation. Hayabusa les surveille toujours à distance, il n'a pas besoin de s'inquiéter quand il y a quelqu'un qui surveille tout et envoie des avertissements comme un faucon. Les ninjas deviennent un peu agités après avoir entendu les préoccupations répétées du joueur en cape verte, lui demandant s'il sous-estime les compétences des ninjas. Le chef d'escouade des ninjas ressent quelque chose d'anormal, il demande à l'autre ninja s'il peut contacter Hayabusa car ils ont cessé de recevoir des rapports venant de lui depuis les 2 dernières minutes, ce qui semble un peu louche, car en ce moment il ne répond même pas aux appels téléphoniques. Le chef d'escouade ordonne à 2 ombres de sortir, et les ombres des joueurs commencent à fusionner. 2 ombres surgissent des ténèbres et leur leader leur ordonne de se déplacer pour vérifier où se trouve Hayabusa et de lui faire un rapport. Le chef d'escouade avertit qu'ils n'ont pas besoin d'engager le combat s'ils rencontrent un problème, et leur proie ne doit remarquer aucun type de perturbation de leur part. L'autre ninja demande s'ils doivent procéder au plan B, et le chef d'escouade accepte bien qu'ils soient confrontés à une situation inattendue. Ils peuvent toujours tuer l'avant-garde de la faction de l'Arbre-Monde et aller sous couverture et trancher la gorge du nécromancien. S'ils donnent plus de temps au nécromancien, il ne fera que devenir plus fort et leurs opportunités diminueront, mais ils n'ont besoin que d'une chance. Ses subordonnés disent que peu importe les compétences du nécromancien, jusqu'à présent ils ont été capables de tuer n'importe qui en un seul coup. Après s'être regroupés, les ninjas forment une synergie d'opération ninja de niveau 1. Cette synergie nécessite une formation de 10 ninjas ou plus. Toute la puissance de défense et de résistance sera réduite à 0 et, en retour, toute la puissance de défense et de résistance des cibles est également annulée. De plus, les dégâts de la première attaque augmentent considérablement de 500%. Le joueur en cape bleu expliqua que cette unité formée par Okata Akira est organisée pour assassiner les adversaires extrêmement puissants. Elle a déjà éliminé tous les puissants classés du Japon. En utilisant cette équipe, il a élevé la guilde Yamato qui était à l'origine une force ordinaire, à ce qu'elle est maintenant. Le chef assassin dit que l'échec ne peut pas exister sur cette petite terre, et avec cela, il commence à avancer. Les assassins semblent approcher de l'avant-garde à un rythme rapide.
et l'avant-garde semble ne pas avoir encore remarqué quoi que ce soit. Le chef assassin, avec une expression de terreur, dit que ce sera leur dernier moment de joie, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, une féroce boule de feu transperce la formation, tuant certains des ninjas. Le chef assassin paniqué n'est pas sûr s'ils ont été touchés par une arme anti-aérienne ou quelque chose d'autre. Cette situation étant imprévue, ils ne peuvent plus battre en retraite ainsi, alors ils essaient de percer avec tout ce qu'ils ont. Au même moment, un joueur de l'avant-garde aperçoit les assassins et alerte tout le monde. Le chef assassin pense qu'il est trop tard pour l'avant-garde et qu'il les éliminera en quelques minutes. Mais avant qu'il ne puisse avancer davantage, de nombreux de ninjas sous son commandement périssent. Les ninjas continuent de se faire trancher sans pitié. Le chef ninja atterrit au sol et il est maintenant certain qu'ils n'ont pas été touchés par une arme anti-aérienne. Il ordonne le responsable de ce massacre de se révéler. Quelqu'un atterrit lentement près d'eux, cette personne s'avère être Jisoo-yun, et elle semble très en colère. Anno a été super impressionné par la classe de Jisoo-yun, à peine arrivée qu'elle met la misère aux anti-Sango. Le chef assassin ne sait rien de l'identité de cette fille, il pense qu'elle doit être assez redoutable car elle a éliminé Hayabusa et les deux ombres toute seule. Grâce à cette fille, la synergie ninja qui nécessite 10 ninjas a disparu. Le chef assassin dit qu'il a entendu dire que le nécromancien avait un samouraï extraordinaire à ses côtés, et demande si elle est ce fameux samouraï. Le chef assassin se présente sous le nom de Tomada Goto. En retour, Jisoo-yun dit qu'elle n'est pas intéressée par son nom. Goto éclate de colère alors que Jisoo-yun manque de respect à leurs coutumes. Il ajoute que c'est une étiquette de base de se faire des connaissances en tant que samouraï en testant leurs compétences. Jisoo-yun répond qu'il est trop plongé dans ce rôle de samouraï et de ninja, et qu'il est assez dégoûtant de parler d'honneur quand on vient ici pour assassiner quelqu'un. Goto dit que les ninjas ont perdu contre elle parce qu'elle a fait une attaque furtive et a attaqué par derrière, et maintenant elle a fait une grosse erreur en apparaissant devant eux. Puis, Goto donne un signal secret à ses subordonnés pour entourer Jisoo-yun de tous les côtés et créer une ouverture pour se débarrasser d'elle. Ensuite, Goto se précipite vers Jisoo-yun avec ses ninjas, il cache des kunai derrière le manche de son épée. Goto effectue une attaque à l'épée feinte et lance tous les kunai cachés vers Jisoo-yun. Jisoo-yun les brûle dans l'air avec ses flammes de l'enfer, mais il s'avère que le lancer de kunai n'était qu'un écran de fumée et maintenant elle est entourée de ninjas. Goto utilise une technique ninja de type vitesse appelée furtivité momentanée. Après avoir utilisé cette technique, 9 ninjas disparaissent instantanément devant Jisoo-yun, et elle va bientôt mourir sans savoir ce qui l'a frappé. Tous les ninjas attaquent Jisoo à l'unisson, mais leurs épées se frappent les unes les autres car Jisoo-yun a déjà bougé de sa position. L'un des ninjas derrière Goto se fait décapiter, et un par un, les autres ninjas meurent comme des mouches. Goto réalise que cette femme utilise la même technique de suivi de traces que leur maître d'épée. Goto et ses subordonnés deviennent effrayés car ils pensent que peut-être que cette femme est au même niveau que leur maître d'épée. Puis, Goto dit à ses subordonnés qu'ils ne peuvent pas gérer quelque chose de ce niveau et qu'il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent faire maintenant, mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Jisoo-yun les avertit de ne pas fuir. Elle n'a pas l'intention d'épargner un seul d'entre eux. Les ninjas essaient de fuir en utilisant une compétence de grimpeur de murs sur les bâtiments, mais 2 d'entre eux se font poignarder par 2 épées lancées en pleine tête. Jisoo-yun se précipite rapidement vers Goto, elle parvient à le couper en 2, mais le joueur en cape verte parvient à bloquer son attaque, mais il est repoussé assez loin en raison de l'impact de l'épée de Jisoo. Le joueur dit que c'est un massacre, et il est sur le point de dire qu'il se rend, mais il se fait assommer par la compétence de tir à la tête de Anno. Anno se précipite rapidement vers Jisoo-yun pour s'enquérir de sa santé, en portant le joueur comme un sac de patates. Anno commence à pleurer comme un chiot et dit qu'il était très inquiet pour elle, même si Sango devait laisser l'équipe de raid du donjon entre ses mains capables pour qu'il puisse partir à sa recherche. Jisoo-yun dit qu'elle est arrivée à Suwon il y a quelques heures et qu'elle a vu des mouvements suspects, alors elle les a suivis ici. Elle demande si Sango est déjà parti loin, mais Anno dit qu'il doit être à proximité et qu'il le contacte immédiatement. Après avoir reçu les nouvelles sur l'incident, Sango se dirige vers le groupe sur sa Wyvern Alpha. Après son retour, il demande si Jisoo-yun va bien. Jisoo-yun dit que beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours mais elle est très heureuse de le revoir. Un certain temps passe alors que Jisoo-yun les informe des événements qui ont eu lieu sur le mont Tabaek. Elle leur dit en outre qu'elle a reçu cette quête après avoir vaincu un monstre particulièrement puissant lors d'un combat sanglant. Cette quête cachée est appelée « Rencontrer le roi de la grande chaîne de montagnes ». C'est une quête de localisation de cible, elle nécessite que le joueur atteigne la cour du roi des montagnes. En récompense, le joueur obtiendra des qualifications supplémentaires pour la quête cachée. La description dit que le roi de la grande chaîne de montagnes, qui règne sur les monts Tabaek, veut rencontrer en face à face celui qui a vaincu l'un de ses vassaux. Il n'est pas un monstre violent et en tant qu'être rationnel, il veut interagir avec des joueurs dignes. Jisoo-yun recevra une quête inattendue si elle rencontre le roi de la grande chaîne de montagnes, ce qui pourrait créer un changement encore plus grand dans son destin. La quête cachée sera annulée si elle n'est pas complétée dans les 48 heures. Note à l'attention du joueur, le roi de la grande chaîne de montagnes prévoit de la tester, plus elle se rapproche de son fort, plus les monstres qui s'y cachent seront sauvages.
Elle pourrait mourir en fonction de l'humeur du roi de la chaîne de montagne. Jisoo-yoon les informe en outre qu'elle a réussi à rencontrer le roi de la grande chaîne de montagne à la fin de son errance à travers les montagnes, mais il ressemblait à un être similaire à un film, et il lui a même donné une quête. Sang-woo pense que ce boss est assez extraordinaire et qu'il doit servir de PNJ pour pouvoir donner des quêtes. Sang-woo demande à Jisoo-yoon à propos de cette quête. Elle explique que le roi de la grande chaîne de montagne lui a dit de récupérer le ginseng divin que la guilde de la résistance avait emporté. Sang-woo hésite un peu à le rendre, et Hanno le taquine en disant qu'il doit penser que c'est un gâchis de cet objet surpuissant. Jisoo-yoon les informe en outre qu'en récompense, le roi de la grande chaîne de montagne leur donnera le dernier objet de l'ensemble de l'ombre, que Sang-woo recherche, ainsi que l'éveil de Jisoo-yoon. Après avoir entendu parler des récompenses, Sang-woo remet rapidement la pilule intérieure des Montabaek. Avec un sourire radieux, il ajoute que cela a un peu changé, mais leurs clients devraient l'aimer encore plus. La pilule intérieure est un objet de consommation légendaire, l'utilisateur peut obtenir une énorme augmentation de ses statistiques de capacité en acceptant l'esprit de la montagne. De plus, la maîtrise de l'affinité avec la nature et l'énergie augmente drastiquement, permettant à l'utilisateur de gagner occasionnellement le pouvoir de la divinité du dieu de la montagne. Pour l'absorber complètement, le joueur a besoin d'un niveau de vitalité de 80 ou plus, et son niveau recommandé est de 100. Sa description indique que cette pilule intérieure est apparue après qu'une personne non qualifiée ait ingéré de force le ginseng divin. Au lieu de gagner en puissance, leur pouvoir a été absorbé par la pilule, ce qui a résulté en un état encore plus concentré après avoir consommé la puissance des arrogants. En gros, le ginseng a été modifié en absorbant l'énergie du chef de la guilde de la résistance. Hanno dit qu'en regardant la description, cela ressemble vraiment à un gâchis de cet objet, et Sang-woo remet la pilule à Jisoo-yoon avec regret. Jisoo-yoon essaie de prendre la pilule, mais Sang-woo la tient fermement tout en marmonnant des mots insensés. Ensuite, Hanno demande à Jisoo-yoon comment elle est revenue ici, car la ville de Suwon est assez loin des Montabaek. Jisoo-yoon dit que le roi de la grande montagne l'a aidé, il avait divers objets, y compris un objet qui pouvait ouvrir un portail vers n'importe quel endroit. Hanno pense à voler cet objet surpuissant et Sang-woo est encore en train de bouder à cause de sa séparation avec sa pilule bien-aimée. Sang-woo devient sérieux en disant que le roi de la grande montagne est si désireux d'obtenir ce ginseng divin, mais ils ne savent pas quel est son but. Néanmoins, comme ce sont des récompenses dont ils ont également besoin, ils n'ont pas beaucoup d'options. Avec cela, Jisoo-yoon dit qu'elle devrait commencer à partir et elle les informe qu'elle a également reçu un objet qui peut la ramener. Sang-woo lui dit d'être prudente et de ne pas croire aveuglément ce roi, même si ce monstre parle bien. À la fin, il pourrait n'être qu'un monstre dangereux. Jisoo-yoon dit qu'elle le gardera à l'esprit, mais avant qu'elle ne puisse partir, elle pointe vers le captif, qui a été assommé après s'être rendu à elle. Elle dit qu'il est dangereux et qu'il vaudrait peut-être mieux le tuer tout de suite. Mais avant que Hanno ne puisse lui poser des questions, elle est téléportée. Hanno dit que ce n'est pas dans les habitudes de Jisoo-yoon de tuer un captif qui s'est rendu volontairement. Sang-woo ressuscite les ninjas morts comme ses subordonnés, et il dit qu'il devrait mettre de côté le problème du captif pour le moment car il va d'abord examiner les souvenirs des cadavres. Il trouvera les racines des personnes qui les ont envoyés et leur fera payer au centuple, afin que personne à l'avenir n'ose jamais lever la tête pour le regarder dans les yeux. Les souvenirs des ninjas morts ramènent Sang-woo à un centre commercial. De nombreux ninjas sont assemblés dans le hall principal du centre commercial, et il semble qu'ils attendent des instructions. Sang-woo remarque que le nombre de ninjas présents ici est supérieur au nombre de ninjas que Jisoo-yoon a vaincus. Goto informe les ninjas qu'il se dirigera vers l'est en direction de la ville de Suwon avec sa première division. La deuxième division atteindra Shonan et accomplira sa mission. La deuxième division doit anéantir le bâtiment de la compagnie des chasseurs à la gare de Shonan en même temps que la première division exécutera le plan A et ils se regrouperont dans la ville de Suwon pour faire le point. Il n'y a pas de cible spécifique. Ils doivent simplement tout nettoyer soigneusement pour que la compagnie des chasseurs ne puisse pas se rétablir. L'anéantissement des commerçants de la compagnie des assassins est la demande de leurs clients. Sang-woo a une vague idée de la personne qui doit avoir envoyé ses ninjas pour l'éliminer, ainsi que la compagnie des chasseurs. Le fragment de mémoire se termine au même moment, et un autre fragment apparaît derrière lui. C'est la première fois que Sang-woo peut parcourir deux fragments de mémoire. Pendant ce temps, dans le monde réel, Sang-woo reste immobile comme un mannequin, tandis que Hanno vérifie son état. Hanno étire le visage de Sang-woo en disant que chaque fois que Sang-woo fait cela, c'est vraiment fascinant. Il s'arrête pendant un moment comme une machine cassée quand le lieutenant Kim lui dit de ne pas trop déranger Sang-woo parce que sa compétence nécessite qu'il soit en sécurité totale. Soudain, Sang-woo ouvre les yeux d'une colère de nécromancien, et écrase la tête de Hanno disant que ses sbires auraient dû se débarrasser de cette nuisance pendant qu'il était dans le segment de mémoire, droit était prêt à en finir. Le sergent Kim demande à Sang-woo s'il a obtenu des informations spéciales ou quelque chose de crucial. Sang-woo dit qu'il n'y a qu'une chose qui a émergé et qui doit être traitée immédiatement. Le sergent Kim pense que Sang-woo parle de leur captif, alors il demande à Sang-woo s'il veut qu'il s'en débarrasse comme Jisoo-yoon le leur a recommandé, mais Sang-woo leur interdit de faire quoi que ce soit de ce genre.
Pour l'instant, ils vont attendre et observer. Pendant ce temps, à la gare de Shonan, la deuxième division des ninjas a réussi à terminer les sentinelles qui gardaient la terrasse. Leur chef a torturé un gars qui a révélé que leur base principale se trouvait dans le penthouse juste en dessous d'eux. S'ils éliminent cette section, ils s'effondreront facilement. Ils entreront par la ventilation et élimineront immédiatement la sécurité du couloir de l'étage supérieur et exécuteront tout le monde discrètement pour que personne ne puisse s'enfuir. Les ninjas entrent par la ventilation et exécutent discrètement les forces de sécurité. À la fin, ils ouvrent violemment une salle de réunion, et le chef de la deuxième division dit bonjour aux gens de la compagnie d'assassins, qui se préparent à riposter. Mais le chef de la compagnie d'assassins dit à tout le monde d'arrêter car il sait déjà que ces ninjas appartenaient à la guilde Yamato qui avait une réunion secrète avec la société Évolution. Le chef de la deuxième division dit qu'ils ne sont pas complètement inutiles car ils ont eu à fouiner dans les affaires de leurs clients. Le chef de la compagnie d'assassins s'étant calmé, dit que leur client était autrefois leur client. De plus, leur client a collecté cette information sur le serveur japonais à travers eux. Cela dit, les ninjas commencent à tuer les joueurs, et le chef de la deuxième division dit qu'ils ne sont pas venus ici pour négocier ou avoir une conversation, ils sont des ninjas qui ne bougent que pour tuer. Il ajoute que la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie c'est à cause des informations qu'ils détiennent, et qu'une fois qu'ils auront tué le nécromancien. Il se fait interrompre par le rire aux éclats du chef de la compagnie d'assassins. Le chef de la deuxième division lui demande pourquoi il rit, et il lui demande s'ils sont vraiment sérieux dans leur délire de pouvoir éliminer le nécromancien. Le chef de la compagnie d'assassins dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse le tuer. Au moment où la quête mondiale qui ciblait le nécromancien est apparue, il a réalisé qu'il était la seule personne qui pouvait résoudre les problèmes fondamentaux avec ce jeu et l'hostilité du système envers le nécromancien prouvait son point de vue. Pour lui, il est impossible qu'une telle personne puisse mourir de la main de ninjas pathétiques. Alors le chef de la deuxième division frappe la table avec son sabre en disant avec une expression sombre, « Que c'est le problème avec les gens de ton espèce ? Vous ne savez rien, vous vous noyez la face dans des incertains, vous nagez depuis longtemps dans un étang tous rassemblés entre vous. Mais ce monde est vaste, dès que vous mettez un pied dans le monde sauvage, vos vraies couleurs se révèlent, vous êtes des faibles qui ne peuvent que mourir devant les forts. » Le chef de la deuxième division ordonne à ses subordonnés de tuer tout le monde présent dans la pièce et de rapporter qu'aucune information utile n'a été trouvée à la base de la compagnie d'assassins. Au même moment, un des ninjas repère quelque chose venant du ciel vers eux, et l'instant d'après, le mâle Alpha Wyvern s'est écrasé contre la fenêtre de l'immeuble, et les Wyverns ont commencé à détruire le bâtiment. Même les ninjas ont peur car leur première division était chargée de s'occuper du nécromancien. Le chef de la compagnie d'assassins se moque des ninjas pour ne pas avoir prévu cette issue. Le chef de la deuxième division sait qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec le nécromancien, alors il s'attaque à la tête du chef de la compagnie d'assassins pour accomplir au moins une demande. Mais avant qu'il ne puisse poignarder le chef de la compagnie d'assassins, son épée est arrêtée par la faux de Sango. Le chef de la deuxième division est repoussé assez loin. Soudain, tous les ninjas sont frappés par un malus, leurs fonctions corporelles sont affaiblies en raison d'une énergie inconnue et toutes leurs statistiques ont diminué de 4. C'est la première fois que les ninjas sont exposés à de telles conditions extrêmes, ils maintiennent à peine leur santé. Sango dit qu'ils ne savent même pas ce qu'est un état de demi-dieu et qu'ils ont été stupides de croire qu'ils pourraient un seul instant l'effleurer. Sango regarde le chef de la compagnie d'assassins avec mépris, puis il lui demande si sa demande a été correctement exécutée. Mais le chef de la compagnie d'assassins dit qu'elle n'a pas encore été achevée. Sango dit qu'il a une demande supplémentaire pour lui, il veut qu'ils apportent des informations sur le serveur japonais, car ce dernier sera leur prochain terrain de chasse. En entendant cela, le chef de la deuxième division est furieux, mais pour une raison quelconque, il ne peut pas rassembler le courage d'attaquer le nécromancien. C'est comme si son esprit et son corps se rétrécissaient et qu'il ne pouvait pas rassembler le courage de bouger. Le chef de la compagnie d'assassins dit qu'il commencera à rassembler des informations sur le serveur japonais, tandis que Sango essaiera de trouver des informations par lui-même. Sango dit qu'il devrait peut-être ouvrir la tête de ces gars et trouver la réponse. Les sbires commencent à surgir de l'abîme et en quelques minutes les sbires commencent à massacrer les ninjas et toute la pièce a été remplie par des cris d'agonie. Le chef de la compagnie d'assassins est stupéfait en regardant ce spectacle se dérouler sous ses yeux. Il s'avère que les rangs de ces ninjas sont inférieurs à ceux de la première division, donc ils n'ont pas de fragments de mémoire importants. Sango demande au chef de la compagnie d'assassins combien de temps il doit attendre pour sa demande et le chef de la compagnie d'assassins avec la peur dit qu'il doit juste attendre un peu. Après un certain temps, Sango attendait dans le salon pendant qu'on lui servait du thé et des biscuits. Le chef de la compagnie d'assassins commence à organiser les informations et informe Sango que la base principale de la société d'évolution est complètement entourée d'un voile. D'ailleurs certains de leurs meilleurs éléments ont trouvé la mort en essayant de s'y aventurer. Il ajoute que bien qu'ils ne sachent pas où se trouve leur base principale, ils ont creusé des informations sur ce qu'ils essaient de faire. Le chef de la compagnie d'assassins s'illumine en disant que les informations qu'ils ont obtenues seront d'une grande aide pour le nécromancien.
De son côté, Sungwoo est ennuyé par la façon dont le chef de la compagnie d'assassins le regarde, et il demande si le serveur japonais montre des signes de mouvement pour lancer une attaque, et le chef de la compagnie d'assassins confirme cela, et informe également Sungwoo que les Japonais planifiaient quelque chose de plus grand juste après l'annonce de la quête mondiale. Avec un air plus sérieux, il dit que les mouvements de la guilde Yamato sont devenus proéminents à Kyushu, au Japon. Ils semblent avoir formé une armée unifiée de Kyushu pour conquérir la Corée. Elle est connue sous le nom de projet de frappe coréenne. Sungwoo pense qu'il doit être la cible principale de ce projet de frappe coréenne car la quête mondiale est centrée sur son élimination. Celui qui est détesté par le grand monde est le nom de cette quête mondiale. C'est une quête de chasse ou de protection. Les joueurs doivent chasser ou protéger les membres de la faction de l'Arbre-Monde. Il y a beaucoup de récompenses différentes selon la situation. Si un joueur choisit l'option de chasse, il recevra 5 millions de pièces d'or pour chaque membre de la faction de l'Arbre-Monde éliminé et en tuant le nécromancien, ils recevront 500 millions de pièces d'or. Si les joueurs choisissent de protéger la faction de l'Arbre-Monde, leurs récompenses n'ont pas encore été budgétées. Il est juste marqué que Sungwoo, qui était le premier ancêtre de la faction de l'Arbre-Monde, est le joueur le plus problématique du monde. Il a entrepris des actions qui ont attiré la colère des deux races absolues sur lui. En conséquence, les deux factions absolues ont décidé de ne pas le laisser en paix. Et cet événement est pour le monde entier, et il n'est pas limité à un seul serveur. Les joueurs doivent également choisir s'ils vont suivre les ordres des factions absolues ou leur résister et rejoindre la nouvelle faction. Le contenu de cette quête peut changer en fonction de l'avancement de la quête. Sungwoo pense qu'il y a une option de protection, mais la plupart des joueurs ne vont pas la choisir puisque les récompenses n'ont pas été budgétées, ce qui revient à ne pas avoir de récompense. Les joueurs des autres serveurs ne vont pas seulement chercher à l'éliminer, mais ils vont également attaquer l'ensemble du serveur. Sungwoo demande au chef de la compagnie d'assassins s'il a plus de détails, et ce dernier répond que bien que l'information ait été obtenue par des rumeurs circulant à Kyushu et de certains fonctionnaires de bas niveau, il semble que des troupes de grande envergure de la guilde de Yamato se préparent à débarquer à Busan. Sungwoo lui demande la taille de ces troupes, et il dit qu'ils peuvent mobiliser 4000 troupes et si l'on prend en compte les forces de réserve, leur nombre estimé peut atteindre environ 6000. Sungwoo dit qu'il a entendu dire que la population de Kyushu est plus petite que celle des autres îles du Japon, mais ces chiffres sont plus élevés que ceux à quoi il s'attendait. Le chef de la compagnie d'assassins dit que bien que la guilde Yamato ait avalé Kyushu, il y avait un problème avec leur méthode. Ils ont forcé le groupe de Kyushu à les rejoindre en mobilisant des ninjas et en assassinant leur chef. Sungwoo est un peu soulagé après avoir appris que les forces de Kyushu n'ont pas perdu trop de personnel après leur querelle avec la guilde Yamato. Le chef de la compagnie d'assassins dit que cela peut être la faiblesse de la guilde Yamato. Le fait qu'il n'y ait pas eu de combat entre les troupes peut seulement signifier qu'elles doivent manquer d'expérience en combat en 1 contre 1. La raison pour laquelle les soldats japonais étaient redoutés lors de l'invasion japonaise précédente de la Corée est qu'ils étaient des professionnels de la guerre qui ont combattu de nombreuses batailles tout au long des dynasties. Sungwoo pense que leurs chiffres ne sont pas le principal problème, même s'ils peuvent rassembler plus de 6000 troupes, cela ne serait pas un problème majeur car ces chiffres ne sont en rien comparables à l'armée de pirates chinois. Le problème principal est la qualité de chaque joueur du serveur japonais. Depuis que le monde s'est transformé en jeu, ce qui compte lors d'une bataille de grande envergure ce sont les niveaux et les objets, les compétences de combat ainsi que le nombre de troupes sont secondaires. Même Jisoo-yun, qui peut facilement combattre des centaines de joueurs, a été envoyé à un endroit éloigné avec un seul objet. Si au lieu de combattre d'autres humains, nous devions explorer un donjon, alors nos niveaux ainsi que la qualité de nos objets seraient élevés. Sungwoo ordonne au chef de la compagnie d'assassins de continuer à collecter des informations. Il lui rappelle une autre chose qu'il veut que la compagnie d'assassins trouve, un objet ou quelque chose d'autre qui peut les déplacer rapidement à Busan. Han Gangsok et le roi de la Grande Montagne l'ont tous les deux fait, donc il doit y avoir un autre moyen d'obtenir un objet de téléportation. Ce type d'objet l'aidera à réagir immédiatement si un problème survient. Alors que Sungwoo se prépare à partir, le chef de la compagnie d'assassins lui demande la couverture des frais supplémentaires, et Sungwoo s'emporte en lui disant qu'il lui a sauvé la vie à l'instant, ce qui devrait suffire pour les frais. Sungwoo se dirige ensuite vers son Alpha Wyvern, le chef de la compagnie d'assassins et ses acolytes le regardent s'éloigner. Soudain, le chef de la compagnie d'assassins ne peut plus cacher ses émotions et dit que le nécromancien est tellement cool. Après quelques heures, Sungwoo arrive à Suwon, il informe les autres de l'invasion des joueurs japonais à Busan. Bien que ceux qui les attaqueront soient les forces de Kyushu et non l'ensemble du serveur japonais, il veut informer Busan du plan d'invasion, mais cela va être problématique si l'ennemi découvre leur plan de contre-attaque. Anno dit que c'est facile, il peut simplement faire un commentaire secret sur un ancien poste de la guilde des Warans. Sungwoo pense que lorsqu'il s'agit de choses comme ça, ce Anno peut étrangement trouver des solutions intelligentes en quelques minutes. Anno a fini d'écrire son commentaire secret sur un ancien poste de la guilde des Warans, où il les informe de l'invasion imminente. En quelques minutes, ils reçoivent une réponse de la salle de presse secrète de Waran.
La guilde Waran les remercie pour l'avertissement, ils surveillent continuellement les mouvements du serveur japonais qui se trouve de l'autre côté de la mer et s'assurent également d'avoir une quantité décente d'artillerie côtière. Le problème dont s'inquiète la faction de l'Arbre-Monde n'arrivera jamais. La guilde Waran n'aime que la paix, mais elle a toujours la force et la mentalité de ne jamais plier devant qui que ce soit. Anno dit que ces gars de la guilde Waran semblent un peu froids et il n'est pas sûr si cette dernière ligne leur était destinée ou était destinée à tout le monde. Le lanceur Kyongso dit qu'ils ont seulement révélé qu'ils ne seraient pas hostiles envers eux, mais la guilde Waran fait partie de la faction des démons. Cela ne peut pas aider s'ils ont de mauvaises intentions envers eux. Anno dit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour eux. Et le lieutenant Kim dit qu'il espère que la guilde Waran prendra cet avertissement au sérieux, ils ne sont pas sûrs que cette artillerie côtière soit suffisante. Puis Anno dit d'un air agacé qu'il y a tellement de façons de passer outre. Sungwoo leur dit de ne pas s'inquiéter pour le reste car ils doivent se préparer à leur manière. Après quelques jours, des navires se dirigent vers le serveur coréen. Le chef Okata Akira rassemble la 3e division des ninjas, il s'emporte en leur ordonnant de commencer l'invasion de Busan et les avertit de ne jamais le décevoir. Tous les ninjas montent sur leurs cerfs-volants. Ces cerfs-volants sont des objets spéciaux pour ninjas, avec un léger effet de furtivité supplémentaire. Les ninjas se déplacent silencieusement vers la côte de Busan. L'artillerie côtière est juste en face d'eux, mais elle semble hors ligne. Les ninjas utilisent une compétence appelée unité mentale, qui permet d'entendre les voix des autres, même à distance. Après avoir atteint la côte, les ninjas informent leur quartier général qu'ils ont atteint la côte et qu'il semble qu'ils aient aligné beaucoup d'artillerie. Ils semblent avoir dépensé beaucoup d'or pour cela, mais heureusement, ils n'ont pas pu les détecter. S'ils avaient approché la côte de front, leur flotte aurait coulé. Les ninjas repèrent une montagne où ils se dirigent pour atterrir. En quelques minutes, ils atterrissent avec succès sur la montagne. Cet endroit semble idéal pour poser les bases de leur plan. Le chef de la 3e division ordonne aux autres ninjas d'installer l'objet Hypergat ici. Les ninjas informent leur chef qu'ils versent une grande quantité de mana dedans, ce qui est un défi de taille, ils auront besoin d'au moins 12 heures pour l'installer. L'Hypergate est un portail bidirectionnel qui dure 10 minutes, une fois activé, c'est un moyen sûr de laisser un nombre significatif de troupes s'infiltrer en toute sécurité. Le chef des ninjas explore les endroits voisins, il dit que bientôt la société d'évolution du serveur coréen soutiendra ce plan en pulvérisant du gaz toxique à Busan. Les Japonais profiteront de ce chaos et s'ils réussissent à activer le portail, leur plan réussira. Contrairement aux divisions 1 et 2, qui ont échoué à assassiner le nécromancien, dans 12 heures à partir de maintenant, ils frapperont et déracineront toute la faction de l'Arbre-Monde. Dans une ruelle de Busan, 3 hommes bêtes préparent quelque chose en ouvrant un pot de gaz toxique. En même temps, dans la faction de l'Arbre-Monde, Sungwoo et les membres de sa faction ont réussi à installer le chariot de guerre. Sungwoo dit que si une bataille se produit à Busan, ils doivent penser à un moyen de déplacer l'arme de siège, même s'ils utilisent l'inventaire, 10 objets sont la limite. Ils ont plus d'armes de siège, et elles augmenteront à l'avenir. Le lieutenant Kim dit qu'ils ont ces wyvernes géantes, qu'ils peuvent équiper des balistes sur leur dos ou ils peuvent juste les équiper des arbalètes fixes. Sungwoo est surpris car il n'avait jamais pensé à une telle idée avant. Utiliser un objet volant juste pour des batailles rapprochées serait un gaspillage et une stratégie où ils peuvent dévaster leurs ennemis avec une baliste serait parfaite. Anno dit que cette combinaison sera meurtrière, et qu'ils peuvent aussi essayer d'équiper le marteau du dieu du tonnerre sur Necrogan. Anno ajoute qu'ils peuvent essayer d'équiper les autres invocations également. Sungwoo se sent un peu soulagé, et Anno dit qu'ils devraient commencer immédiatement. En même temps, dans les cellules de la faction de l'Arbre-Monde, il semble y avoir moins de gardes près des prisons. Une des captives dit qu'il n'y a personne pour les surveiller et que c'est le chaos dehors. Yujin dit qu'une guerre est sur le point d'éclater, cela fait sens, il ajoute que personne ne prêtera attention aux membres d'une guilde déchue, mais la joueuse dit qu'ils étaient autrefois une grande menace pour le nécromancien. Soudain, le prisonnier capturé par Jisoo-Yoon essaie de se lever après avoir réalisé qu'il n'y a pas de garde dehors à cause des préparatifs de guerre. Il se libère facilement des chaînes en disant que cela semble être le moment parfait pour s'échapper. Le prisonnier s'est débarrassé rapidement de la première vague de gardes de la prison, certains gardes essaient de résister mais il est trop rapide pour eux, et il les soumet facilement. La joueuse prisonnière est émerveillée par les compétences incroyables de ce prisonnier. Pendant ce temps, Yujin dit que ce gars ressemble et agit comme le protagoniste d'un anime japonais. Le prisonnier japonais demande où se trouve l'entrepôt d'armes, et Yujin les dirige dans la bonne direction. Il a vu toutes les installations plusieurs fois en étant entraîné par ce petit emmerdeur de diable, et pense que Anno essayait de le calmer en lui montrant les lieux, mais cela n'est pas sur le point de changer. Le prisonnier demande à Yujin et à la joueuse s'ils vont se venger après être sortis d'ici, et la joueuse dit que son attachement à la guilde dans laquelle elle était n'était pas assez fort pour la pousser à se venger du nécromancien. De plus, elle n'a jamais aimé leur maître de guilde, qui était un type autosuffisant. Yujin dit qu'elle est tellement égoïste, car le maître de guilde était celui qui leur a sauvé la vie à l'époque. Même s'il avait eu à faire des choses mauvaises, il était quand même bon pour eux. Yujin ajoute que leur maître de guilde était simplement quelqu'un qu'on peut voir couramment dans un monde comme celui-ci.
Yujin demande au prisonnier quel genre de leader il sert, et si son leader est comme leur maître de guilde. Le prisonnier répond que ce n'est pas une personne qu'il sert, et que celui qui lui a donné des ordres est le pire. Le prisonnier japonais assomme rapidement les gardes devant l'entrepôt. Yujin l'informe que les armes confisquées aux captifs sont gardées à l'intérieur. La joueuse est excitée de retrouver son arc de rang héroïque, tandis que le prisonnier est curieux de retrouver son épée en premier. Mais après avoir ouvert la porte principale de l'entrepôt, il découvre que Sanguo et Anno, accompagnés de Droit, les attendent. La joueuse a été choquée que le nécromancien sache déjà qu'il venait ici. Yujin se précipite rapidement vers Anno avec des pas rapides. Il s'avère que Yujin était une taupe placée par Anno. La joueuse est furieuse contre Yujin pour les avoir trahis, et ce dernier dit qu'un gentleman ne prend jamais le côté le plus épais. Il continue à se moquer d'elle en disant que la faction de l'Arbre-Monde leur a offert un tel luxe en prison, mais en tant qu'égoïste elle veut quand même décamper. Anno félicite Yujin pour sa loyauté. Sanguo appelle le joueur japonais par son vrai nom, Suzuki Ren. Suzuki demande à Sanguo comment il connaissait son nom, et Sanguo lui demande si c'est l'épée qu'il cherchait. Sanguo sort une épée de son inventaire. Les yeux de Suzuki Ren s'illuminent après avoir aperçu son épée. Anno dit que cette épée doit être un objet formidable, puisque Suzuki y pensait en s'échappant. Sanguo rend l'épée à Suzuki, tandis que Anno est perplexe. Sanguo dit qu'il lui a rendu son épée parce qu'il ne voulait pas qu'il le traite de lâche, comme ça a toujours été le cas des antagonistes véreux. Après cela, Sanguo ordonne à Droit de se débarrasser de lui. Instantanément, Droit lance une attaque offensive qui est parée par le japonais. En voyant cela, Anno pense que ce n'est pas dans les habitudes de Sanguo d'ordonner de tuer quelqu'un juste après lui avoir rendu son arme. Il se demande ce qui se passe. Droit utilise une compétence de déviation pour dévier l'épée de Suzuki et se place derrière lui pour lui donner un coup mortel. Mais Suzuki tire rapidement l'épée vers lui-même et se transperce avec l'épée pour attaquer Droit dans son angle mort, mais il a esquivé. Ils ont continué à échanger des coups. Anno dit que l'épée de Suzuki est incroyable car il parvient facilement à repousser Droit. Mais Sanguo dit que ce n'est pas une arme incroyable. Il s'avère que l'épée que Suzuki utilise est un katana ordinaire, tandis que Droit utilise une arme de boss qui a été remodelée par Monsieur Ino. Le katana ordinaire de Suzuki aurait dû se briser juste à cause de l'impact de l'épée de Droit, mais il parvient quand même à submerger Droit. Suzuki minimise l'impact avec un angle et une force parfaitement synchronisée. Sa technique de maniement de l'épée est différente. Anno commence à s'inquiéter pour Droit, tandis que Sanguo lève la main en disant qu'il en a vu assez pour maintenant, et qu'il faut en finir rapidement. Puis, il invoque ses sbires de l'abîme, et Suzuki laisse tomber son katana et se rend avant d'être écrasé comme une merde. La joueuse dit que tuer une femme désarmée est lâche, mais Sanguo répond qu'il n'a jamais dit qu'il allait la tuer, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer aucun d'entre eux. Sanguo dit à Anno qu'il s'occupera de ces gens. Anno exprime ses doutes, affirmant que Suzuki est un homme dangereux, mais Sanguo lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour sa sécurité car Suzuki ne tue pas les gens, il s'est seulement contenté d'immobiliser les gardes. Suzuki n'est pas sûr de savoir comment le nécromancien en sait autant sur lui. Anno demande à Sanguo ce qu'il a pu bien voir sur les cadavres des ninjas qui l'a convaincu à propos dangerosité de ce type. Quelques jours plus tard, au sein de la faction de l'Arbre-Monde, Sanguo utilise sa compétence pour invoquer une tonne de zombies. Un wyvern équipé des dernières technologies et armements prend son envol. D'autres wyverns modifiés le rejoignent alors qu'ils volent à plus de 900 mètres de la surface. Sanguo ordonne aux wyverns de tirer leurs armes. En quelques secondes, les zombies sont réduits en poussière. Le lieutenant Kim se réjouit de voir son idée devenir un succès instantané. Il y a encore quelques problèmes avec les modifications, mais ils seront bientôt résolus. En dehors de cela, son équipe continuera à rechercher des améliorations pour les géants morts-vivants, mais malheureusement, ils doivent abandonner l'idée de combiner la masse du dieu du tonnerre avec les wyverns, car elle est bien trop grande. Sanguo demande de trouver une autre façon d'équiper la masse du dieu du tonnerre, mais le lieutenant Kim refuse sa demande. Suzuki n'en croit pas ses yeux face à la puissance écrasante de la faction de l'Arbre-Monde. Ils sont bien plus forts que je me l'imaginais. Il y a une différence significative entre les informations obtenues par son organisation et la puissance qu'il a personnellement observée. Bien que ce groupe soit petit, il compense cette faiblesse par la qualité de leur équipement et la synergie entre les différents rôles. Sanguo dit au lieutenant Kim qu'il lui laisse la suite des opérations. Soudain, un événement d'urgence coréen se déclenche. Anno clique rapidement sur la notification de l'événement, une quête de type guerre intitulée « La première bataille Corée-Japon » a commencé. La récompense sera annoncée, et le gagnant sera le vainqueur de cette guerre. La Corée et le Japon, deux serveurs qui se sont affrontés de manière féroce depuis les anciens temps du monde, voient leur animosité se poursuivre dans ce nouveau monde. Est-ce que les joueurs des deux serveurs pourront enfin se mesurer pour de vrai ? Une autre note précise que des règles spéciales sont imposées pour rendre la bataille plus intéressante. Le contenu est le suivant. 1. Le représentant du camp attaquant, à savoir le serveur japonais, et celui du serveur coréen défendant peuvent choisir alternativement l'événement de combat. 2. Selon votre choix personnel, vous pouvez soutenir le serveur adverse et bénéficier d'une opportunité de transfert vers ce serveur.
3, toute la quête sera diffusée en direct dans le monde entier via le canal officiel. Sungwoo demande à Hanno s'il a vérifié la communauté de Busan, et Hanno répond qu'il l'a oublié car ils avaient dit qu'il s'en sortirait seul. Il s'avère qu'il y a eu une attaque terroriste dans la faction en guerre. C'est une situation similaire à l'attaque terroriste de la gare de Yongdongdongpo, et ils se sont retirés à l'arrière du fort en raison d'une attaque coordonnée à grande échelle des Japonais. Hanno est très en colère contre la guilde Hwoarang pour leur arrogance, et Sungwoo pense que cette attaque a été menée conjointement par la guilde Yamato et la Société d'Évolution. Quant à la guilde Hwoarang, elle n'avait probablement pas d'autre choix que d'abandonner la base et de se retirer. Hanno dit que ce n'est qu'une bataille régionale, mais que le serveur la présente comme une bataille à l'échelle du serveur. Sungwoo dit que malheureusement c'est un piège, ils ne peuvent pas éviter l'existence appelée le créateur qui doit se marrer en encourageant une guerre de cette ampleur. Le canal de guerre officiel est en direct, il y a un total de 7 millions de téléspectateurs. Le serveur japonais doit choisir le premier événement de guerre, une guerre totale. Capturer et duel sont les seules options disponibles. Il semble que les deux serveurs ont choisi l'événement de duel. Le représentant de chaque côté doit désigner un grand guerrier. En cas de non-respect, le serveur recevra une pénalité, et en cas de victoire, un buff sera accordé à l'ensemble du serveur. Sungwoo et ses camarades de clan attendent avec impatience les notifications. La guilde Hwoarang a choisi le duel car elle peut viser un retour en force, mais Sungwoo s'inquiète car il semble que la guilde Yamato soit confiante dans sa puissance martiale individuelle. Le chef Okata se battra du côté japonais, tandis que le joueur coréen reste encore non identifié. Suzuki pense que cela devait être le plan de l'épéiste Okata Akira après l'avoir envoyé au serveur japonais. Le chef Okata Akira prend la parole en direct pour s'adresser aux joueurs du serveur coréen. Il déclare qu'il n'est pas intéressé par les autres gosses, et qu'il veut uniquement le nécromancien qui est le leader de la faction de l'Arbre-Monde. Okata défie Sungwoo de se présenter s'il veut sauver le serveur coréen, affirmant qu'il prouvera son incompétence avec son épée comme il l'a fait avec les centaines d'hommes tombés sous sa lame de la guilde Hwoarang. Alors que de plus en plus de joueurs se connectent pour assister à la guerre entre le Japon et la Corée, le nombre total de spectateurs dépasse le million. Des figures influentes du monde entier suivent cet événement. Du côté japonais, le chef Okata participe, tandis que du côté coréen, c'est le guerrier Jang Gongmin qui représente leur serveur. Chaque grand guerrier doit se rendre à l'emplacement désigné dans l'heure qui suit. Une fois le duel commencé, les autres combats sont interdits sous peine de mort automatique pour le joueur en violation. Les photos des deux joueurs sont annoncées lors de la diffusion en direct, révélant que Jang Gongmin est le leader de la guilde Hwoarang et qu'il s'est avancé pour le duel. Jang Gongmin est classé 9e sur le serveur coréen et est l'un des guerriers les plus puissants, ayant vaincu de nombreux monstres de raid. Bien qu'il ait levé la force la plus puissante dans le sud de la péninsule coréenne, il est désormais acculé. Jang Gongmin semble être furieux de l'état de sa guilde. Quelques minutes plus tard, Jang arrive à l'emplacement désigné. Les deux guerriers se font face, mais le chef Okata Akira ne semble pas impressionné par Jang. Jang Gongmin l'informe qu'il est le leader de la guilde qu'ils ont attaqué sournoisement, et qu'il va les punir et tout remettre en ordre. Okata Akira lui demande s'il est le numéro 1 sur le serveur coréen, et Jang ne comprend pas pourquoi il pose une question aussi stupide. Le chef Okata Akira dégaine son épée et dit à Jang qu'il lui offrira une mort sans douleur, car il est un gars respectable pour avoir essayé de sauver une organisation presque anéantie. Mais Okata ajoute qu'il n'est pas très bon pour tenir ses promesses, et peut-être que la mort de Jang ne sera pas si indolore. Okata dit qu'il aime découper les gens membre par membre. Sur ces mots, le combat commence, et Jang active rapidement une compétence. Cette compétence améliore sa défense armée, sa vitalité et sa protection sacrée. Un de ses membres de Hwoarang dit que cette compétence s'appelle le Paladin Full Buff, et que leur maître de guilde est sur la voie de la victoire. Au début, le chef Okata Akira lui demande s'il a terminé ou s'il doit attendre un peu plus longtemps. Jang répond qu'il n'aura terminé que lorsque la tête d'Okata tombera. Le chef Okada rétorque que cette réplique est un peu dépassée et qu'il s'agit d'un rêve que Jang ne pourra pas réaliser même dans son rêve. Jang se précipite rapidement vers Okata en utilisant sa compétence de Divine Slash. Les deux épéistes s'engagent dans une bataille intense. Le chef Okata utilise la compétence Île du Vent, puis dévie l'attaque de Jang avec une compétence de déviation. Il profite alors de cette ouverture pour utiliser une compétence de Sabre Lumière, mais Jang parvient à tenir bon grâce à sa défense et sa puissance. Jang utilise une épée légendaire avec une puissance d'attaque écrasante. Grâce à son armure épaisse, il peut encaisser plusieurs coups, il doit donc s'assurer de pouvoir frapper Okata au moins une fois. Mais avant qu'il ne puisse faire cela, il est découpé en morceaux, ce qui laisse les membres de son clan stupéfaits de voir Okata découper l'armure robuste de leur maître de guilde. Okata Akira continue de hacher Jang en petits morceaux, et ce dernier meurt dans d'atroces souffrances. Okata Akira n'a pas tenu sa promesse encore une fois. Okata Akira n'est pas satisfait de ce duel, qu'il a trouvé trop court. La rancune coréenne a simplement ruiné son appétit. Un buff de victoire est accordé aux joueurs japonais, augmentant leur puissance d'attaque de 30% pendant 2 heures.
Le chef Okata dit en direct au nécromancien d'écouter attentivement, il l'attendra tout en découpant les joueurs de son serveur, et que le nécromancien devrait le trouver avant qu'il ne finisse par s'ennuyer. L'événement de bataille libre commence et durera 2 heures. Sur ces mots, les joueurs japonais commencent à massacrer les joueurs coréens. Anno et Singuo sont dégoûtés et furieux devant cette scène. Anno se demande si c'est réel et pourquoi le duel des rankeurs s'est terminé si rapidement. Le lancier Kyongso informe qu'ils ont reçu un message de la Guilde de la Libération, ils préparent des plans en prévision d'une possible attaque à Busan, et il semble qu'ils veulent que le nécromancien y participe également. Singuo réfléchit au fait qu'en adoptant une posture défensive, ils ne pourront pas arrêter les forces étrangères qui continuent d'attaquer. Il dit au lancier Kyongso de relayer son message, disant qu'il se rendra bientôt à Busan en réponse à l'invitation d'Okata Akira. Singuo est encore perplexe quant à la manière dont il va gérer cette situation. Quelques heures plus tard, dans la faction de l'Arbre-Monde, un invité arrive pour rencontrer Singuo. Cet invité se révèle être le leader de la compagnie des chasseurs, venu informer le nécromancien qu'il a terminé sa quête. Singuo leur dit de se mettre en route, pensant que ses billets pour Busan sont arrivés à un moment propice. Pendant ce temps, au quartier général de la Guilde de la Libération, le procureur dit qu'ils doivent combattre les serveurs étrangers qui tentent d'influencer leurs serveurs. Il ordonne à ses chefs de clan de convoquer les troupes et de mobiliser tous les alliés pour qu'ils puissent répondre immédiatement. En cas d'urgence, ils doivent être prêts à se rendre à Busan par leurs propres moyens. Si la guilde en guerre parvient à tenir suffisamment longtemps, ils pourront maintenir la ligne de défense ensemble. Harry Potter aux cheveux violets demande s'ils vont s'allier à la guilde Waran. La guilde Waran est leur ennemi puisqu'ils font partie de la faction des démons, et ils ne devraient pas voir cette question uniquement sous un angle nationaliste, ils doivent également prendre en compte les pertes qu'ils ont subies pendant la guerre métropolitaine. Le procureur affirme que ce n'est pas le moment de débattre car c'est le système qui pose un problème, il semble qu'il pousse le serveur coréen vers la destruction. Une leader féminine déclare que le système présente de nombreux problèmes depuis le début de la quête mondiale. Seong Minhwa ajoute que les grandes quêtes ont incité des comportements négatifs sur le serveur coréen, tant en interne qu'en externe, et que pour survivre ils doivent préserver le serveur coréen. Le procureur ordonne à ses hommes de notifier leur participation aux membres de la faction des démons à Yujongo, qui se sont rendus à eux. Puis il déclare avec force qu'il les exempte de la détention et est prêt à leur offrir une rémunération correcte. Il demande la coopération de tous les chefs de clan coréens présents pour sortir de cette situation dangereuse, et tout le monde accepte cette suggestion à l'unisson. Le procureur ne comprend pas pourquoi le système pousse le serveur coréen dans un coin comme une proie facile, cela pourrait être dû à la présence de la troisième faction sur ce serveur, et dans ce cas la faction des anges, des démons et de l'arbre-monde doivent unir leurs forces. La coopération des joueurs, qui transcende les factions est l'objectif du procureur, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, une autre quête spéciale de la faction des anges est attribuée. Il s'agit d'une quête d'assassinat intitulée « Trouver la gloire dans le chaos ». L'objectif de cette quête est d'éliminer Singuo, des points de rang seront donnés en récompense. Comme la bataille entre la Corée et le Japon a éclaté, le serveur coréen est maintenant plongé dans un creuset de chaos, ce qui est également l'occasion parfaite pour eux de trancher audacieusement les parties pourries. Ils doivent suivre les ordres et tirer leur révérence, sinon des points de classement seront déduits à chaque membre. Si suffisamment de points sont accumulés, le joueur peut être exclu de divers avantages de faction. Le procureur pense que même en ces temps difficiles, ces emmerdeurs d'anges continuent de faire des choses lâches comme celle-ci. Cette quête ne les aide en rien à atteindre l'objectif qu'il poursuit. Il se rappelle alors des paroles de Singuo lorsqu'il a brisé la statue de l'ange, il avait dit que la fin qu'ils obtiendraient en jouant aux mains d'une entité nommée « Absolue » ne serait pas une bonne fin. Le nom « Race Absolue » semble maintenant être un fardeau qui empêche les joueurs de faire quoi que ce soit de bien. You down, gonna make you stay just fine. 이대로 모자라지도 남치지도 않아.